Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat et de reportage sur Public Sénat. 90 minutes pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts. Et ce 17 mai restera marqué par l'audition du maire de Saint-Brévin au Sénat. L'élu harcelé par un collectif d'extrême droite pour avoir accepté le déplacement d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans une école de sa ville a raconté la nuit où il a été victime d'un attentat criminel. Un engin explosif a été lancé ou mis entre mes deux véhicules, qui bien entendu ont pris feu, et ça s'est propagé en fait également à mon domicile. Voilà. Et nous étions bien sûr dans la maison. Heureusement, nous avons été réveillés par les bruits. C'est le 22 mars, 3 semaines plus tard, Yannick Morez démissionne et il accuse aujourd'hui le préfet de Loire-Atlantique d'avoir menti, de l'avoir laissé seul face aux menaces. L'État et le gouvernement ont-ils manqué à leur devoir de protection? Que dit cette violence politique de la santé de notre démocratie? Réponse juste après ces titres. Et puis pour notre débat de société, je vous propose un retour sur cette annonce d'IBM il y a 2 semaines. Le 2 mai, le géant américain annonce un gel des embauches pour prendre le temps de définir celles et ceux qui pourraient être remplacés par l'intelligence artificielle. Avec l'IA, le monde du travail est au début d'une nouvelle révolution. Sera-t-elle bénéfique ou catastrophique? Quels sont les métiers les plus menacés? Réponse tout à l'heure. Mais d'abord, on vous raconte la journée du maire de Saint-Brévin. Il est reçu à Matignon par Elisabeth Borne en cette fin d'après-midi et il a retracé devant les sénateurs l'engrenage qui l'a poussé à la démission. Jonathan Dupriez et Marion Delpuech. Point par point, le maire démissionnaire de Saint-Brévin retrace la chronologie d'un engrenage devant les sénateurs. Du projet de déménagement d'un centre pour migrants près d'une école de sa commune à l'incendie criminel de son domicile. Pour Yannick Morez, l'État a failli dès le début de ce projet controversé. L'État et ses représentants ne souhaitaient pas communiquer. Ils ne souhaitaient pas informer les habitants. Ils ont laissé la municipalité s'en charger. Pour protester contre ce nouveau centre d'accueil, une quarantaine de personnes, majoritairement extérieures à la commune, montent un collectif. Dès lors, une série de manifestations de menaces physiques, verbales ou en ligne sont proférées à l'encontre de certains parents d'élèves, de la directrice de l'école ou encore du maire lui-même. À ses opposants se joignent des groupuscules d'extrême droite. Le maire décide d'alerter des pouvoirs publics qui minimisent les menaces. Le sous-préfet nous a tout simplement dit « mais les menaces, mais vous savez, moi j'en ai tous les jours des menaces. » Voilà. Le commandant de gendarmerie, vous savez, c'est pas grand-chose, ce sont simplement des menaces, voilà, c'est de l'intimidation, ça ne sert à rien de déposer plainte, de toute façon on ne fera rien, c'est la liberté d'expression. Yannick Morez et ses équipes avouent s'être retrouvés totalement démunis, abandonnés par les services de l'État. Plus tard dans l'après-midi, l'ancien maire de Saint-Brévin assiste aux questions au gouvernement depuis les tribunes. L'hémicycle du Sénat salue unanimement son courage. Tenez bon face à la haine de l'extrême droite et des sbires d'Éric Zemmour. Au-delà de l'hommage, les sénateurs veulent surtout des réponses et interpellent à 5 reprises le gouvernement sur son cas. Je n'aurai aucune difficulté quand nous irons au terme de l'ensemble de la lumière qui est nécessaire sur ce qui s'est fait à Saint-Brévin, à partager avec vous et le constat et la reconnaissance des dysfonctionnements s'il y en a eu. Et je veux dire à Yannick Morez, en le regardant, que son exemple à beaucoup d'égards, il nous oblige. Entre médiatisation et mobilisation des parlementaires, l'histoire de Yannick Morez remonte désormais jusqu'au sommet de l'État. L'ancien maire sera reçu à Matignon par la première ministre Elisabeth Borne, en présence de Dominique Faure, ministre délégué aux collectivités territoriales. Pour en débattre, j'accueille Philippe Bas, bonsoir, bienvenue, vous êtes sénateur LR de la Manche et membre de la commission des lois, bienvenue bonsoir. À vous. Lucille Schmitt, bonsoir, bienvenue, membre de la rédaction de la revue Esprit et co-auteur de ce livre Emmanuel Macron à Contretemps, publié aux éditions Bayard. Stéphane Vernet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, rédacteur en chef délégué, directeur de la rédaction de Ouest France à Paris, et Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Philippe Bas, que retenez-vous de cette audition du maire de Saint-Brévin? Après tout ce qui lui est arrivé, ce qui m'a le plus frappé, c'est la capacité d'exposer les faits de la manière la plus méthodique, sans faire
de grands mots. Sans pathos inutile. Sans faire appel à l'émotion inutilement, mais d'une manière qui finalement est encore plus efficace. Parce que son témoignage est accablant. Il rejoint d'ailleurs des choses que nous savons bien. Vous savez, en 2019, quand le maire de Signes a été tué dans l'exercice de ses fonctions par des gens qui avaient déposé des déchets sur un terrain privé. Il avait été écrasé. Oui. Nous avons mis en œuvre une enquête grandeur nature auprès de tous les maires de France. 4000 réponses. Déjà, nous voulions savoir si c'était un fait divers, un accident ou un phénomène. Eh bien, c'était un phénomène. Nous en avons eu dès cette époque la preuve. Nous avons fait des propositions. Une partie d'entre elles ont été reprises d'ailleurs à notre initiative dans la loi quelques mois plus tard. Des instructions très fermes ont été données par la garde des Sceaux de l'époque, Madame Belloubet, au procureur, pour que les poursuites soient diligentées rapidement et efficacement. Des instructions ont été données au préfet. Nous avons même relancé les années suivantes. Et qu'est-ce qu'on constate à travers ce que nous dit le maire de Saint-Brévin? On constate tout simplement que les réactions qui étaient opposées au maire face aux menaces et aux agressions avant 2019 sont les mêmes que celles qu'il a subies. Tout ça parce qu'on n'a pas réellement, dans les services de l'État, suffisamment pris conscience de la nécessité d'un accompagnement de très grande proximité. Alors, on y reviendra évidemment. Vous nous dites qu'il y avait les outils pour finalement prendre en charge et aider le maire de Saint-Brévin et que ça n'a pas été fait. Mais qu'on ne leur dise pas des horreurs du genre, vous savez, monsieur le maire, des menaces, je reçois tous les jours, ce qui est parfaitement faux. Un sous-préfet ne reçoit pas, heureusement, des menaces tous les jours. Alors on leur disait, c'est le risque du métier. C'est de la liberté d'expression, etc. Les maires, c'est des Français comme les autres. N'importe quelle personne qui nous écoute a le droit de devenir maire, mais n'a pas besoin d'avoir un doctorat en droit, connaître le droit pénal, connaître le droit administratif dans le détail. Sinon, il n'y a plus de démocratie possible parce que personne ne peut plus devenir maire. Alors justement, Lucile Schmitt, pour vous, que dit cette agression et cette démission, parce qu'il a confirmé sa volonté de démissionner, le maire de Saint-Brévin, qu'est-ce que ça dit de l'état de notre démocratie ? Je trouve que ça dit quelque chose déjà sur la continuité de ce qu'on peut appeler l'autorité publique. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, c'est une décision de l'État, en fait, l'installation d'un CADA. Mais c'est une décision qui est décentralisée, c'est-à-dire que ça s'installe dans un territoire. Et là-dessus, il y avait eu d'ailleurs un vote du conseil municipal sur le déplacement du CADA qui était là depuis 2016 en fait. Oui. Donc il fallait déplacer. D'après le maire, ça se passait bien. Donc c'est le déplacement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui crée la polémique. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà en 2016, il y avait eu un début de polémique parce que installer un CADA, je voudrais insister là-dessus, c'est pas si simple parce qu'il y a toujours une peur des migrants, des demandeurs d'asile, et que donc en tout cas, il faut une grande continuité entre ceux qui représentent l'autorité publique à l'échelle centrale, au niveau national, et évidemment une grande solidarité entre ceux qui sont dépositaires de l'autorité publique. Donc en ce sens, l'absence de solidarité ou les réponses telles qu'elles ont été décrites par le maire de Saint-Brévin, d'abord c'est effrayant, moi qui ai fait pas mal de droit, sur le caractère flou, l'absence, justement, vous disiez, il n'y a pas besoin d'être spécialiste de droit pénal, sauf qu'on peut attendre d'un sous-préfet ou d'un préfet eux, justement, vous accompagnent en termes d'expertise juridique et vous disent, voilà les réponses qui s'offrent à vous si vous êtes menacé. Et qu'on ne sous-estime pas, évidemment, la menace qui existe parce que vous êtes dépositaire de l'autorité publique. C'est pas parce que vous êtes le citoyen X ou Y. Donc, un premier point, c'est l'absence de solidarité. Un deuxième point, c'est l'absence d'expertise offerte. Et le troisième point, c'est évidemment l'absence d'explication conjointe, c'est-à-dire que laisser en première ligne un maire d'une petite ville qui par ailleurs est une petite ville balnéaire, qui est une petite ville où on compte sur une bonne ambiance, le tourisme, etc. Donc tout ça joue et donc cette question des commerçants, etc. Donc le laisser seul pour expliciter une décision difficile, qui plus est lorsqu'il s'agit de se mettre à proximité d'une école, tout ça montre une espèce de désincarnation de la décision publique qui à mon avis est grave et qui les conséquences étaient presque écrites. Oui. Il fallait faire de la pédagogie. Ce que vous nous dites, et d'ailleurs, on pourra s'appuyer sur l'une de vos expériences, puisque vous étiez en cabinet ministériel à l'époque où Lionel Jospin était à Matignon, et vous avez eu à gérer l'installation d'un CADA en banlieue parisienne. Vous nous racontez, enfin en région parisienne, vous nous raconterez ça. Il y a peut-être aussi, Stéphane Vernet, une question autour de la banalisation de la violence, même dans la réaction, que je n'excuse pas, mais des autorités, préfets, sous-préfets ou gendarmerie. Est-ce que vous la ressentez, notamment lors des manifestations, cette banalisation? Alors oui, moi je crois que c'est ce à quoi on vient d'assister et le montre manifestement. C'est-à-dire qu'il y a un problème, si vous voulez. Quand vous avez
des gendarmes ou un sous-préfet qui dit non mais moi je reçois des menaces, que vous disiez tout à l'heure très bien, ou les gendarmes qui disent non mais ça c'est de la liberté d'expression, on peut rien faire, ça sert à rien de porter plainte, etc. Moi je crois que ça s'inscrit aussi dans le cadre d'une banalisation de la violence dans notre société et qui touche même les représentants de l'État et les forces de l'ordre, et je pense que c'est très grave, si vous voulez. C'est-à-dire que il faut aussi remettre les choses dans son contexte. Le maire de Saint-Brévin dit très bien que lui, quelque part, il n'a pas eu de chance, entre guillemets. Je m'explique. Il donne l'exemple d'un maire de l'Indre qui a un CADA qui s'installe chez lui en disant, lui, mon confrère, lui, il est très bien accompagné par son préfet, son sous-préfet. Il a des appels tous les jours, il est soutenu. Ce dont lui n'a pas bénéficié, et c'est de ça dont il se plaint à juste titre, peut-être je me trompe, mais peut-être est-ce dû au fait que ce qui se passe à Saint-Brévin, c'est la Loire-Atlantique, on est proche de Nantes, de Notre-Dame-des-Landes, que c'est un secteur où il y a eu une expérience de violences politiques qui sont montées particulièrement ces dernières années autour de la ZAD, et vous avez des pouvoirs publics et des forces de l'ordre qui ont vécu des choses par rapport aux manifestations publiques qui sont peut-être pas du même ordre. Et ça continue d'ailleurs depuis, pas sur toutes les manifestations, mais à Rennes notamment, il y a eu pas mal de violences post-manifestation. Exactement. Moi, je pense qu'on est peut-être aussi face à ce genre de choses où on vit dans une société dans laquelle la parole est de plus en plus débridée. On sait malheureusement que les mots précèdent les violences, mais vous avez aussi une accoutumance à la violence de la part de la société en général. Les gens se lâchent, il faut le dire. Les élus, de manière générale, sont en première ligne par rapport à ces violences verbales, mais vous avez aussi toutes sortes de dégradations physiques, matérielles, qu'on voit dans les manifestations qui ont monté. Sans culpabilité de ceux qui les Exactement. font, c'est ça. Vous avez un discours, en fait, qui est en train de se diffuser dans notre société, qui consiste à dire oui, mais c'est symbolique ou c'est matériel. C'est pas grave, c'est pas la même chose que des violences faites aux personnes, alors qu'en fait il y a un continuum dans la violence et dans la violence politique. Elle peut prendre différentes formes, elles sont toutes condamnables. Et moi je me demande si dans ce qu'on a assisté, dans ce qui est arrivé au maire de Saint-Brévin, il n'est pas victime de ça aussi, c'est-à-dire l'accoutumance des pouvoirs publics à une violence qui monte et qui dit oui, ce qui vous arrive est problématique, mais enfin bon, en gros, on s'en occupe, mais il y a pire, et donc alors, pas si grave. Et si, c'est grave. Oui, bien sûr. Vous avez posé les uns et les autres plusieurs thèmes qu'on va creuser ensemble. Le premier, effectivement, c'est la question de l'absence de réponse de l'État, et l'audition de Yannick Morez aujourd'hui au Sénat, elle était édifiante aussi, évidemment, sur cette question. Il raconte ses échanges avec préfecture, sous-préfecture. On l'écoute. Le 7 avril, j'ai écrit au sous-préfet pour lui demander en fait une protection renforcée, puisque sur les réseaux sociaux commençait à circuler une nouvelle manifestation qui était prévue pour le 29 avril. Voilà. Et donc, vu ce qui s'était passé, j'avais pas envie à nouveau de subir des violences. Voilà. Le sous-préfet m'a répondu le 13 avril en m'indiquant qu'ils allaient faire une évaluation des risques sur ma personne. Voilà. Parce que j'ai eu comme réponse. Et puis pas de nouvelles. Donc il a fallu que je relance en fait par mail le 25 avril. Et le sous-préfet, le 28 avril, en fait, m'a répondu, donc la veille de cette manifestation, voilà, que l'évaluation des risques était toujours en cours. Et elle est toujours actuellement. Alors vous l'avez bien compris, ça c'est une toute petite partie des échanges après l'incendie, on est après le 22 mars, donc il faut imaginer le climat général qui a précédé à cet incendie. Vous nous avez parlé, Philippe Bas, de la mort de Jean-Mathieu Michel, le maire de Signes, et de la façon dont vous étiez président de la commission des lois à l'époque, vous étiez emparé de cette question. Qu'est-ce qui a été mis en place? Si on rentre un peu dans le détail, des dispositifs finalement assez simples pour aider les maires dans une configuration comme celle-là. Je vais vous dire aussi ce qui n'a pas été mis en place. Oui. Mais commençons par ce qui a été mis en place. Il y avait deux aspects dans nos propositions. On disait, le maire, c'est le premier visage de l'autorité dans la République, en même temps que le représentant des citoyens. C'est un citoyen parmi les autres qui est sorti du rang et qui a accepté de rendre service à sa communauté. Ouais. Mais toucher au maire, c'est toucher véritablement au fondement de la démocratie et de l'autorité dans la démocratie. Et par conséquent, il faut une protection spécifique des maires. Il faut notamment que, dès la première menace,
dès la première intimidation, dès la première agression. Au lieu de dire, ah bah c'est la liberté d'expression, il faut que vous ayez le cuir un peu plus tanné, vous êtes trop sensible, etc., on prenne ça au sérieux. Et nous avions, premièrement, demandé qu'on ne mette pas à la charge du budget de la commune la défense du maire, que deuxièmement, le maire ne soit pas obligé d'aller s'expliquer devant le conseil municipal, où il peut y avoir des mauvais coucheurs, éventuellement, ça peut se produire, heureusement, ce n'est pas le cas général, pour obtenir qu'il y ait ce qu'on appelle la protection juridique et fonctionnelle, et nous avons sur certains points obtenu satisfaction. Donc ça, par exemple, c'est dans la loi ? Sur le premier point, c'est passé dans la loi. D'accord. Sur le deuxième point, ça n'est pas passé dans la loi, on peut encore le faire. Nous avons demandé aussi donc à l'État de payer pour les maires, en quelque sorte, puisqu'il s'agit de se défendre lui-même, l'État. C'est pas d'un côté l'État, de l'autre côté les maires. C'est un ensemble, c'est l'autorité dans la République. Et par conséquent, nous avons demandé que l'État paye les frais d'avocat, etc. Il l'a fait, mais seulement pour les communes de moins de 3500 habitants. Et puis il ne l'a pas fait pour les élus des communautés de communes. Vous voyez, on est un peu mesquin parfois. Ça, c'est quand même important d'émettre un signal fort. Et puis nous avons dit, et c'est là que dans l'affaire de Saint-Brévin, l'État pêche le plus, il y a des défaillances, et j'oserais même dire des dysfonctionnements. C'est précisément parce que les maires nous avaient signalé que la gendarmerie, la sous-préfecture et la justice réagissaient en disant écoutez, prenez-en votre parti, si vous avez voulu être maire, vous êtes exposé à ces risques, vous le saviez bien. Bon, eh bien, nous avons entendu ça des centaines de fois dans les réponses. Et c'est pour lutter contre ça que nous avons exigé que des consignes soient données au préfet, au sous-préfet et au procureur. Ces consignes ont été données, mais c'est comme une bouteille à la mer. On a l'impression que personne ne s'est organisé. Or, il s'agit de mettre en place un véritable accompagnement. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre que le maire se décide éventuellement, après avoir consulté un avocat, à porter plainte, on le prenne par la main pour qu'il puisse déposer sa plainte et que le procureur, comme le président du tribunal, fasse en sorte que le jugement soit très rapide. On ne peut pas intervenir sur la justice, mais que ce jugement soit sévère, une sorte de systématisation des procédures. À la mesure des faits. Ça n'a pas été fait. Et puis, il y a l'aspect autorité. Oui. Un maire, quand il constate une infraction, c'est pas comme que quelqu'un fait un excès de vitesse devant un radar. Il faut qu'il engage lui-même toute une procédure pour qu'on puisse punir l'auteur de l'infraction. Eh bien, nous avons dit, il faut qu'on prévoie, c'est du langage juridique, des amendes administratives, que la personne se voit infliger par la décision d'autorité du maire, pour qu'on sache partout que quand on viole un arrêté municipal et qu'on perturbe la tranquillité publique, la sanction va tomber. D'accord. Actuellement, elle ne tombe pas. Un moyen de renforcer l'autorité du maire. Et là, je dois dire que le travail reste à faire malgré nos recommandations. On l'a bien compris, Philippe Bas. Je redonne la parole à Yannick Morez dans notre débat, parce que il y a eu, et pour nous c'est peut-être l'élément le plus important de son audition aujourd'hui, il va jusqu'à accuser de mensonge le préfet de Loire-Atlantique. Ça porte sur quoi ? Ça porte sur ce dont vous nous parliez, Lucie Schmitt, l'accompagnement des élus confrontés à l'installation ou au déplacement d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Le préfet affirme qu'il a organisé des réunions publiques. Voilà ce que nous dit Yannick Morez. Ce qui est désolant également, quand vous avez dû voir la communication du préfet après ma démission, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça fasse des remous comme ça, cette démission. Quand il dit qu'il a organisé des réunions publiques, je ne sais pas, de la part d'un préfet, mentir effrontément en public, c'est quand même important. Enfin, je ne sais pas, il représente l'État. Il sait très bien qu'il n'a pas organisé de réunion publique. On a toutes les preuves. Il suffit de lui demander la date, il ne pourra pas en fournir, il n'en a pas fait. Alors, il y a deux aspects sur lesquels on va revenir. Il y a l'aspect du mensonge, les accusations de Yannick Morez, et puis il y a l'accompagnement dans l'installation d'un CADA. Peut-être d'abord, Stéphane Vernet, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais est-ce que le préfet de Loire-Atlantique a répondu au maire de Saint-Brévin ? Est-ce qu'il se défend ? Si oui, comment ? Je crois que si je me souviens bien, dans l'audition, il dit aussi que le préfet dit qu'il l'a appelé plusieurs fois. Et en l'occurrence, il dit qu'il m'a appelé que 2 fois, une fois le jour de l'incendie, si je me souviens bien, ou une deuxième fois, enfin... si vous voulez, il y a une distorsion entre ce que Yannick Morez ressent,
en tant que victime, parce qu'il est victime dans cette histoire, c'est quand même extrêmement grave. C'est un médecin qui vivait sur cette commune depuis 32 ans, qui était maire, etc., et qui est obligé de partir. Enfin, c'est un drame humain terrible. Et lui vit comme un décalage absolu le manque de soutien qu'il a éprouvé. Mais en même temps, quand il égrène, il dit voilà, j'ai reçu un coup de téléphone, j'ai eu un courrier, j'ai eu un coup de téléphone d'Olivier Véran, j'ai eu un courrier du président de la République. C'est par rapport au drame qu'il vit, c'est très insuffisant. Mais en face, vous avez une administration qui va dire si on a quand même réagi. Bah oui, on a réagi. Alors, quand il parle de mensonge, qu'est-ce qu'il veut dire sur les réunions publiques? C'est qu'en fait, ce qu'il dénonce depuis le début, c'est qu'il dit qu'il a été laissé seul face à ses habitants, à ses concitoyens, pour porter un projet qui lui était imposé par l'État. Un projet imposé par l'État. Ouais. Et il a été seul pour le porter. C'est-à-dire que les réunions, elles ont eu lieu. Mais là où il y a un mensonge, c'est qu'elles n'ont pas été organisées par la préfecture. C'est lui qui se les a coltinées. Ouais. C'est lui qui les a portées, qui les a incarnées. Et c'est contre lui que la colère s'est cristallisée. Ce qui se passe pas objectivement dans d'autres communes. C'est pour ça que je dis que vraiment, il s'est passé. C'est un cas d'école ce qui se passe à Saint-Brévin. Et je pense et j'espère que plus rien ne sera pareil après. Forcément, il va y avoir une réaction de l'État. Il y a un certain nombre de dispositifs qui sont prévus. Est-ce qu'ils seront à la hauteur? Je ne sais pas. Il y aura des annonces ce soir. Mais si vous voulez, ce que montre cette histoire, c'est qu'il n'est pas possible de laisser seuls les élus de la République dans des difficultés pareilles. Vous voulez intervenir? Oui, moi, ce qui me frappe, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la banalisation de la violence, c'est qu'on se demande aussi quelle a été la réaction de la classe politique en général. Aujourd'hui, on voit les parlementaires se lever dans les hémicycles pour témoigner de leur solidarité. Pas tous. On voit, pas tous, on voit je crois que c'est le Parti Socialiste qui organise une marche blanche en solidarité avec le maire de Saint-Brévin. Et ils étaient où, ces gens-là, depuis 6 mois? C'est la maire de Nantes, je veux dire, c'est pas très loin, Saint-Brévin. Est-ce qu'elle a été lui filer un coup de main? Je la désigne elle parce que c'est la maire de Nantes, c'est pas une histoire de droite ou de gauche. Ou est-ce que la classe politique elle-même ne s'est pas habituée à ces formes justement de violence? Et au fond, quand on touche un maire, vous le disiez tout à l'heure, c'est le pilier de la démocratie, c'est le pilier de la République, c'est un pilier. Est-ce que vous avez vu une manifestation symbolique de la part de tous les partis politiques réunis, un geste du président de la République? On a des ministres qui se déplacent au moindre feu de poubelle ou d'actes de délinquance. Et là, on n'a pas quelqu'un qui symboliquement, et dans l'ordre des choses, c'est évidemment l'exécutif, mais aussi le Parlement, le pouvoir législatif, qui dit on va faire quelque chose parce que ça n'est pas possible. C'est vrai qu'il y avait une émotion réelle après le décès du maire de Signes. Mais qu'on pouvait encore considérer à l'époque comme un fait divers. Je vous l'accorde parce que c'était... Précisément, ce que nous avons constaté, c'est que ça n'en était pas un, mais que c'était un phénomène. Depuis ça, il y a eu quand même des maires qui ont été agressés, qui ont été victimes d'actes de violence. Plus un tiers en l'espace de 2 ans. Exactement. Chiffre du ministre de l'Intérieur. Et ceux de l'AMF sont encore supérieurs. Chaque année, ça augmente. Et où est-ce que vous avez vu une espèce de grande prise de conscience politique, pour le coup? Et je fais un monde honorable de la classe médiatique aussi, on va dire. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on s'est dit c'est juste pas supportable? Et si je peux me permettre, je vous rejoins. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte très tendu. Vous avez beaucoup de manifestations et vous parlez des politiques. Vous avez un certain nombre de politiques qui, sur les plateaux, vous expliquent que les dégradations et les violences qui sont commises en manifestation, elles sont la faute du gouvernement. C'est la faute du président de la République. Il n'a qu'à retirer sa réforme des retraites. Moi, je suis désolé. Il y a un moment, il faudrait quand même qu'on se redise collectivement que les violences sont de la responsabilité directe de ceux qui les commettent. Voilà. Et qu'elles ne sont pas acceptables et pas supportables. Et il y a quand même un discours. Vous savez, il y a eu une étude, un sondage qui est sorti au mois de mars, au moment des manifestations, où vous aviez plus d'un tiers des Français sur l'acceptation des violences par les Français. Qui disaient qu'ils comprenaient les violences. Ils comprennent. Et là, c'est pour ça que je pense qu'on a un problème de société dans la montée de ces violences. C'est-à-dire qu'elles sont acceptées. 7 sur 10 les condamnent, mais 3 sur 10 les comprennent. Alors, et parfois les mêmes. Oui, alors je reprends ce que nous disait Yannick Morez dans le dernier témoignage que je vous ai proposé. Donc, il parle du mensonge, mais il leur raconte aussi l'absence d'accompagnement de l'installation, enfin du déplacement de ce centre d'accueil. Et là, je m'appuie sur votre expérience, Lucille Schmitt, parce que je l'ai dit tout à l'heure, vous étiez conseillère au ministère de la Solidarité et de l'Emploi, c'est ça? À l'époque où Lionel Jospin, lui, était à Matignon, on est bien d'accord. Installation d'un CADA dans les Yvelines. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Quel est votre rôle?
D'abord, je découvre que la décision d'installation de ce CADA avait été prise par les services du ministère. Et je suis d'abord contactée par la maire du village dans lequel devait s'installer ce CADA. Et donc, je n'étais pas vraiment consciente, ça avait été géré administrativement et pas politiquement, je n'étais pas vraiment consciente qu'il y allait avoir 600 personnes qui allaient être installées dans un CADA, donc dans un village des Yvelines qui, par ailleurs, comprenait à peu près 500 habitants. Donc la maire me contacte et me dit c'est pas possible, il y a un problème d'équilibre entre la population. Ouais. Et puis, ce qui à l'époque est quand même intéressant, elle me dit par ailleurs il y a aussi un problème social, c'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup de résidences secondaires. Donc il y avait un mélange, je dirais, de la proportionnalité, mais il y avait aussi l'inquiétude, peut-être qu'il y a eu aussi d'ailleurs à Saint-Brévin, sur le fait que ça allait déranger le modèle économique de la commune. Et par ailleurs, l'État avait déjà installé un certain nombre de familles polygames en attendant de les reloger autre part. Et donc, il y avait un précédent. Donc, ce qui est intéressant aussi par rapport à Saint-Brévin, c'est que là, il y a une sorte de précédent qui a été très bien géré. C'est-à-dire qu'en 2016, on installe ce CADA et puis on veut aller plus loin. Et dans le cas de cette commune qui s'appelle Émancé, dans les Yvelines, ce qui est intéressant, c'est que moi, je me dis, il faut prendre le taureau par les cornes, si je puis dire. Et donc, on va faire une réunion publique avec l'ensemble des personnes qui souhaiteront y assister du village. Et évidemment, la maire était là, j'étais là pour représenter la ministre, et puis il y avait le directeur de la population et des migrations à l'époque. Donc on fait cette réunion. Donc vous faites de la pédagogie. Et je ne sais pas si on va appeler ça de la pédagogie, mais je crois qu'on essaye en tout cas d'expliquer qui sont les demandeurs d'asile, qu'ils ont souffert des persécutions dans leur pays, que ce sont des personnes qui par ailleurs s'engagent effectivement à respecter le droit français, et on dégonfle un certain nombre de fantasmes qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on voit 20 ans après, sur la violence. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on pratique la violence vis-à-vis du maire au nom du fait que peut-être on va subir de la violence. Et puis, il y avait toute une question d'équilibre des populations. Et moi, je me rappelle d'une phrase qui revenait sans cesse, mais on ne peut pas les accueillir parce qu'on ne pourra pas les intégrer, parce qu'on est trop différents. Donc, on adresse ce genre de choses. Et surtout, les élus du coin, si je puis dire, étaient là, dont d'ailleurs le sénateur Gérard Larcher. Et il m'a dit, ce qu'il faut, c'est restaurer la proportionnalité. Donc, ce qu'on a pris comme décision à l'issue de cette réunion, c'était bien l'idée qu'il fallait sans doute un tiers, par rapport au nombre prévu, un tiers de Donc autour de 200 demandeurs d'asile. Donc il y a des choses qui sont de bon sens. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre le risque de se confronter à l'humain. Vous savez, dans cette histoire-là, il y a eu beaucoup de réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de virtualité, il y a une vraie anxiété par rapport à des fantasmes, des menaces qui sont au fond gonflées de toutes pièces par l'extrême droite. Oui. Et se confronter, c'est dégonfler la menace. Oui. Moi, mais alors, c'est intéressant, et je voudrais vraiment vous entendre là-dessus, Philibert, parce que s'il y a une action défaillante de l'État, finalement, on laisse le champ libre à l'extrême droite sur des thématiques comme celle-là. Vous savez, je crois qu'il faut être extrêmement vigilant. Tous les demandeurs d'asile ne sont pas d'authentiques réfugiés, puisque 60% d'entre eux sont déboutés aujourd'hui. Et que la demande d'asile fait un bond qui paraît largement motivé par le désir d'utiliser cette procédure pour s'introduire sur le territoire national. Moi, je ne souhaite pas faire de notre débat un débat sur l'immigration, car de mon point de vue, quelle que soit la discussion qu'on peut avoir sur la manière dont on va réguler l'entrée et le séjour des étrangers en France et maîtriser ce phénomène des déboutés du droit d'asile, quelles que soient les décisions qu'il faut prendre, et je pense qu'il faut en prendre dans ce domaine, rien ne peut excuser ce déchaînement d'abord de menaces, d'intimidation, de violence, cette expression de haine qui dépasse toutes les bornes là-dessus. Mais est-ce que ce déchaînement de violence n'est pas facilité par l'absence d'explications, de réunions d'explications ? Sur tous les sujets, vous allez avoir le même type de phénomène. S'il s'agit de créer un centre d'enfouissement technique pour les ordures ménagères, vous allez aussi avoir des gens qui vont prendre prétexte de cela. Ce qui est tout à fait préoccupant, presque, je dirais, angoissant dans l'état de notre société, c'est que tout est hautement inflammable. Et que, comme l'État, c'est loin, on s'adresse de préférence à celui qui est tout près. Et que l'État, au lieu de l'accompagner, de se solidariser, se met sur le banc de touche et attend que ça se passe. Mais c'est dès le premier instant, dès le premier message d'intimidation,
qui ne relève pas, contrairement à ce qu'on a dit, de la liberté d'expression, que l'État doit être aux côtés du maire et donner un coup d'arrêt à la violence. Parce que la violence, c'est comme vos adolescents quand vous ne mettez pas de limite. Si on n'a pas une forme de tolérance zéro dès le premier acte, alors on va au second et on fait de la surenchère. Allez, Mathieu et ensuite... L'État se met sur le banc de touche par négligence ou par lâcheté ? Mais je crains fort que ce soit par lâcheté, pour ne pas s'exposer lui-même. Il doit préférer, dans ces circonstances-là, laisser aller le bon soldat, maire de Saint-Brévin, au front, au cas où il y aurait des ennuis. Et quand il y en a, au lieu de l'aider, on le laisse tomber. Et ça, je trouve que c'est extrêmement grave. Si on ne fait pas respecter dans notre République l'autorité, à ce moment-là, il n'y a plus de confiance des citoyens à l'égard de l'État. On va parler de la réponse du gouvernement dans un instant. Vous vouliez intervenir. Oui, je voulais juste dire une chose, c'est que je suis d'accord sur le fait que la société est inflammable, mais je crois qu'il y a des sujets sur lesquels elle est plus inflammable que d'autres. Et je pense que les questions migratoires sont un sujet particulièrement inflammable et que par ailleurs, j'ai été assez marquée par le fait que, par exemple, la responsable de l'association de parents d'élèves a aussi reçu des menaces. Lorsqu'on s'affichait favorable ou en tout cas neutre par rapport à l'installation de ce CADA, il y avait visiblement un niveau de menace qui était extrêmement fort et je crois que l'instrumentalisation par le mouvement d'Éric Zemmour a été particulièrement importante. Sur les questions de déchets ou ce genre de choses, il y a aussi de la réactivité. Mais je pense qu'elle a... vous savez, c'est comme on parlait tout à l'heure de Notre-Dame-des-Landes, il y a cette façon dont certains sujets ne sont plus locaux. En fait, ce sont des sujets nationaux et la virtualité, les réseaux sociaux en font une espèce de caisse de résonance de l'ensemble de la violence qui travaille aujourd'hui notre société. Alors, on va parler, pardon, je reprends la main pour vraiment avancer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la réponse du gouvernement. Je propose à Mathias Arès de nous rejoindre tout de suite. Bonsoir Mathias, puisque vous étiez dans l'hémicycle cet après-midi avec une séance donc, de questions d'actualité, questions d'actualité au gouvernement particulièrement électrique. Absolument Thomas, c'était à la hauteur des attentes après l'audition forte de ce mercredi matin du maire de Saint-Brévin par la commission des lois du Sénat. La chambre de référence des territoires a décidé donc de prendre le problème à bras-le-corps. Une séance qui a donc largement tourné autour de la question de la violence contre les élus. Yannick Morez était d'ailleurs présent à la tribune et il a été acclamé par tous les sénateurs à la demande de Ronan Dantec du groupe socialiste. Regardez. Il est en tribune. Et c'est d'abord à ce titre que nous lui rendons hommage. Il tenait bon face à la haine de l'extrême droite et des sbires d'Éric Zemmour. Ronan Dantec, groupe écologiste. On est bien d'accord. Au-delà de l'hommage, les sénateurs attendaient des réponses. Voilà, c'est ça. Pas moins de 6 questions sur 16 émanant de 6 groupes différents sont descendus des bancs de l'hémicycle. Et la première d'entre elles venait du président du groupe socialiste, cette fois Patrick Kanner, qui n'a pas mâché ses mots. Saint-Brévin, c'est aussi le signe d'une résurgence des violences de l'extrême droite. Depuis plusieurs semaines, ces actes de terrorisme intellectuel et physique se sont multipliés pour empêcher les maires qui le veulent de prendre part à l'accueil des demandeurs d'asile. Madame la Première ministre, on ne peut mettre sur un pied d'égalité l'extrême droite et d'autres formes de contestation. L'extrême droite, que ce soit au sein de nos institutions ou dans le cadre d'actions clandestines, est l'ennemi mortel de notre démocratie. L'État ne peut rester l'arme au pied face à ces menaces. Allez-vous engager ce combat pour défendre les élus de la République ? Et qui dit président de groupe dit réponse de la Première ministre Elisabeth Borne avec une affirmative, l'État sera présent. Les maires sont en première ligne sur le terrain. Ils sont les premiers témoins de la montée de la défiance dans notre société. Nous devons les protéger. Nous devons protéger tous les élus. Mesdames et messieurs les sénateurs, il n'y a pas de démocratie sans respect des élus. Pas de démocratie sans sécurité pour les élus. Avec vous tous, avec le gouvernement, nous continuerons à agir. Je vous remercie. Quelles avancées pourraient être faites ? Eh bien, la ministre déléguée aux collectivités territoriales, Dominique Faure, a dû elle aussi répondre à beaucoup de questions sur le sujet. Elle a donné quelques pistes. Écoutez-la. On va vous écouter, et ça dans l'esprit de ce qu'a dit Christophe Béchu tout à l'heure, de toujours s'améliorer. Oui, on va s'améliorer de ce que vous allez nous dire, monsieur le maire, et de votre perception de cette inaction perçue par vous. Mais je voudrais juste citer un point. Ça s'appelle l'alarme élue. C'est 3000 référents dans la gendarmerie et dans la police nationale qui seront dès le début de la semaine prochaine investis d'une extrême proximité. Ce sera des référents violence aux élus. Ça a été décidé par le début de la semaine par Gérald Darmanin.
Pour des annonces concrètes, il faudra maintenant attendre l'entretien entre Yannick Morez, maire de Saint-Brévin, Elisabeth Borne, Première ministre, et Dominique Faure, ce mercredi soir à Madrid. Merci beaucoup Mathias. Je me tourne maintenant vers vous Mathieu pour analyser cette réponse politique du gouvernement. À la hauteur, pas à la hauteur? Pas si ça se cantonne aux réponses formulées jusqu'à présent par Dominique Faure, parce que cette crise aura permis aux Français de découvrir leur ministre des collectivités territoriales, au maire de Saint-Brévin aussi, visiblement, dont la boîte mail n'a pas été inondée de messages de solidarité de sa ministre de tutelle. Car celle qui multiplie depuis 8 jours les tweets de soutien et les déclarations sur les violences contre les élus n'avait pas jugé bon, semble-t-il, de lui passer ne serait-ce qu'un coup de fil pendant qu'il était dans la panade. Donc elle s'appelle Dominique Faure, c'est une élue locale pourtant, ancienne maire de Saint-Orens-de-Gameville dans la métropole toulousaine. Elle était secrétaire d'État à la ruralité depuis juillet dernier. Elle a hérité du portefeuille des collectivités territoriales lorsque sa prédécesseur, Caroline Cayeux, a démissionné. Et que propose-t-elle pour répondre au désarroi des élus? Quand on a entendu ce qu'elle disait aujourd'hui et jusqu'à aujourd'hui, c'est là que le bal blesse. À part quelques larmes de crocodile, j'en parlais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de quoi espérer un changement rapide et radical. La première mesure annoncée par la ministre, c'est la mise en place d'un centre d'analyse, je la cite, d'un centre d'analyse et de lutte contre les violences faites aux élus pour cartographier les violences, en comprendre les origines, pour pouvoir agir dans le domaine de la prévention. J'ai envie de dire la belle affaire. On sait qu'il y a déjà un observatoire des violences contre les élus qui a été lancé par l'AMF dès 2020 et même qui avait été pensé en 2019 après justement le décès du maire de Signes. Donc elle dit qu'on va donner à ce centre un rayonnement plus important. On attend de voir s'il y aura des moyens. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Second axe, l'alignement des peines punissant les auteurs de violences contre les élus sur celles contre les forces de l'ordre. Alors ça, c'est une idée. Ça fait déjà quelques temps qu'elle est dans les tuyaux. Et on se demande un peu entre nous pourquoi elle n'a toujours pas été votée. Il y a eu des projets de loi de réforme de la justice, non? Il y a eu des projets de loi de réforme du code pénal. Il y a eu des choses qui ont été faites. Et pourquoi on n'a pas trouvé la bonne idée de la mettre? Alors si on la ressort maintenant, il s'agirait peut-être de le faire. Et puis le dernier axe, sur un sujet qui lui tient à cœur, dit-elle, un choc civique. Tenez-vous à votre chaise quand même. Un choc civique très tôt, pour sensibiliser au plus jeune âge les enfants, pour leur faire prendre conscience que le respect de la parole de l'autre, le respect de l'autorité et la tolérance sont des valeurs qu'on a envie de développer. Elle va le faire avec Sarah El Haïry, ministre de la Jeunesse, et Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation. Voilà une mesure à effet immédiat et rapide et radicale qui permettra aux élus de dormir sur leurs deux oreilles. Merci beaucoup pour cette analyse, Mathieu Croissando. Stéphane Vernet, qu'est-ce qu'on peut attendre? Il n'y a pas manifestement de mesures très puissantes dans les tuyaux? Mais non, parce que la problématique, elle est toute simple. Vous ne pouvez pas mettre un gendarme ou un policier derrière chaque maire ou chaque élu local. Il y a plus de 500 000 élus locaux dans ce pays. On n'a pas les moyens. Donc voilà. Après, si vous voulez, ce qui a été évoqué dans l'hémicycle, cette histoire de référents, 3000 référents, gendarmerie et police, l'idée, si telle que je la comprends, c'est de dire tout élu victime de menaces ou de violences aura quelqu'un qui lui répondra en proximité, de manière immédiate. Ce qui a manqué au maire de Saint-Brévin. En fait, toute la litanie. C'est pas le boulot des préfets, c'est pas le boulot des gendarmes. Il y a besoin de faire comme pour les femmes battues, d'avoir un numéro spécial pour les élus. La protection des élus menacés, si. Enfin, voyez bien que dans le cas d'espèce, voilà un maire qui dit je suis menacé, il se passe quelque chose, aidez-moi, il se passe rien. Les gendarmes lui disent oh ben non mais mon pauvre monsieur, on peut rien faire, c'est la liberté d'expression, enfin tout ce qu'on s'est dit. Donc là, si vous avez des gens au sein des forces de l'ordre qui sont fléchés pour avoir une écoute, mettre en place des choses concrètes pour protéger comme ils peuvent les élus qui font l'objet de menaces, je pense que ça peut être un facteur d'amélioration, même si évidemment c'est pas la panacée. Et allez-y rapidement, il nous reste quelques minutes. Juste sur l'analyse, il y a un point qui était très intéressant dans ce que disait ce matin le maire de Saint-Brévin pendant l'audition. Vous avez un certain nombre de statistiques qui existent sur les violences faites aux élus, et il disait lui-même, je pense qu'elles sont très très sous-évaluées. Oui, il y a parce que vous avez plein d'élus qui subissent, mais qui ne disent rien. Mais enfin, il faut avoir du sens pratique. Toutes ces bonnes paroles, toutes ces structures nationales qui vont mettre le projecteur sur les phénomènes qu'on connaît très bien depuis 2019. Nous, les premiers, on a fait cette enquête grandeur nature. C'était quand même des données fiables, importantes. Non, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de bonnes paroles. Quand on reçoit un coup de fil du préfet, c'est pas pour entendre des douceurs, c'est pour l'action. Et en réalité, si le gendarme ne sait pas évaluer lui-même les chances d'obtenir
une condamnation dans une affaire comme celle-ci, eh bien, de toute façon, nous demandons, nous, que le préfet ou le sous-préfet prenne par la main le maire et qu'il y ait une évaluation avec le procureur, de sorte qu'immédiatement on puisse déposer la plainte. On ne demande pas de former des gendarmes spécialisés, on demande que partout en France, quand survient de telles menaces ou agressions, la prise en charge se fasse par les services de l'État. Et si le bon gendarme n'est pas à Saint-Brévin-les-Pins, on en trouvera quand même bien un dans le département de la Loire-Atlantique. Des peines plus lourdes, c'est au préfet d'organiser ça. Des peines plus lourdes. Parce que aligner les peines sur scène contre les policiers, les gendarmes. Tout à fait favorable. Vous pensez vraiment que ça va dissuader la violence ? Non, ça ne va pas dissuader la violence, mais ça va permettre de punir ceux qui commettent ces actes. Et je crois que, à la longue, le choc que ça provoquera de se dire il faut protéger autant que les pompiers, les gendarmes et les policiers, nos maires, ça, c'est une vraiment mesure qui est très forte, je le crois. Il nous reste un peu plus de 3 minutes dans ce débat, ça a filé trop vite, mais il y a un dernier thème, on l'a un peu abordé, mais je voudrais entendre une dernière fois Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin. Il était au micro de Quentin Calmet et il dit attention, danger en prévision des prochaines élections municipales. Maintenant, c'est pour la suite. Je crois que ça va être important, justement, cette discussion. Il faut à tout prix que quelque chose soit fait. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller jusqu'au bout pour l'avenir, en fin de compte, pour mes futurs collègues maires. Et surtout, si on veut que la démocratie continue, parce qu'autrement, en 2026, on aura de moins en moins de citoyens qui vont vouloir se présenter aux élections municipales. Lucille Schmitt, le phénomène existe déjà, on l'avait vu aux précédentes élections municipales, crise des vocations, le risque augmente effectivement. Moi je trouve ça hyper intéressant qu'il se présente d'une certaine manière comme un lanceur d'alerte, c'est-à-dire qu'en fait, en démissionnant, il prend une position où il nous alerte juste sur cette session de mal-vie démocratique, et il alerte aussi sur le fait qu'au fond, lorsque vous êtes le plus en responsabilité, vous êtes le plus maltraité. C'est-à-dire que d'une certaine manière, en démissionnant, et je rappelle que sa démission n'est toujours pas acceptée, en démissionnant... Il a dit je vais partir en bateau, oui, de toute façon je pars. De toute façon, qu'on l'accepte ou pas, je pars. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu qu'il dise qu'il démissionnait pour que d'une certaine manière, pour parler de larmes de crocodile, tout le monde lui adresse des tweets, qu'il apprenne par le journal qu'il a été reçu par la Première ministre. Donc il y a un côté, je parlais de virtualité, je pense que là il y a une réalité de ce qu'il fait qui donne une force très concrète à ce qu'il dit et qui va obliger par exemple à regarder combien gagne un maire lorsqu'il est dans une petite commune, ce à quoi il renonce en termes professionnels, ce que subit sa famille. Vous savez, c'est aussi ne jamais être tranquille. Moi, j'ai été qu'on lui donne pour exercer ses compétences au service de la population qui ne cesse de se réduire, d'être encadrée par des normes supplémentaires, tandis que les ressources n'ont cessé de diminuer avec la suppression des impôts locaux comme la taxe d'habitation. Vous avez tout à fait raison, il y a la question des moyens, mais il y a aussi l'élément psychologique, je trouve qu'il a très bien mis en avant. Parce que, au fond, lorsque vous êtes élu, et particulièrement lorsque vous êtes maire, vous n'êtes jamais tranquille. Vous n'êtes jamais auprès de votre famille. Et si en plus, ne jamais être tranquille, ça permet de faire de merveilleuses rencontres et de sentir le bien public, c'est parfait. Mais si ça consiste à être agressé, quel est l'intérêt ? Je crois qu'il l'a merveilleusement dit. Et encore une fois, c'est une sorte de lanceur d'alerte. Ouais. À vous le mot de la conclusion, Stéphane Vernet, sur ce ras-le-bol des maires, de plus en plus agressés. Pourquoi ils se font agresser ? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons, mais la principale, en fait, si vous voulez, c'est la frustration. C'est-à-dire qu'on ne supporte plus que quelqu'un nous dise non. Là, je parle de manière collective. Vous avez plein d'administrés, on leur refuse un permis de construire, ils veulent avoir une place de parking réservée juste devant chez eux, le maire leur dit non, etc. Il y a pendant longtemps, si vous voulez, vous preniez ça sur vous en disant je voterai pas pour lui la prochaine fois. Et puis dans la montée des phénomènes, c'est devenu, on est passé à l'insulte. Et aujourd'hui, on passe à des violences physiques. La plupart des agressions verbales ou des violences, elles sont liées à cette espèce de refus. Le maire de Saint-Brévin le disait dans son audition, il disait bon courage pour le ZAN. Une mesure qui va faire qu'en fait vous avez un certain nombre de terrains qui ne seront plus constructibles, et il dit mais qui va devoir annoncer aux gens que le terrain qu'ils ont acheté ils pourront pas y mettre une maison pour leurs enfants, etc. Et vous croyez que ça va bien se passer? Il a raison, c'est-à-dire que vous avez les élus, les maires, c'est vraiment les élus de première proximité. Ils sont à portée d'engueulade, comme dit Gérard Larcher. Mais en fait, ils sont seuls. Ils incarnent une autorité qui est de plus en plus contestée et qui aujourd'hui est de plus en plus contestée par la violence. Et il faut trouver un moyen d'endiguer ça parce que effectivement, ça va pas bien se passer. On n'aura plus de candidats.
ou des gens qui vont démissionner en masse, comme ça se passe aujourd'hui, en cours de mandat. Très vite, Philippe Bas, vous le craignez, ça, le manque de candidats au procès municipal? Le pire n'est pas certain. Bon. Ça peut être un électrochoc, là. Oui, c'est à ça que ça sert. C'est quand même une situation très particulière et un cas d'école. Hein. Mais ça vient s'ajouter à une forme de marasme, une forme parfois de sentiment d'impuissance des maires. Il faut les conforter absolument. Et c'est pas seulement le problème de leur sécurité, je crois que ça a été très bien dit, je n'y reviens pas, c'est le problème aussi de leur capacité d'action au service de la communauté. Mais très vite. Je rencontre beaucoup de maires. Ils sont quand même dans l'ensemble heureux de ce qu'ils font. C'est une chance formidable dans une vie de femme ou d'homme de pouvoir se mettre au service des autres. Allez, on va terminer sur une note positive et c'est bien. Merci à tous d'avoir participé à ce premier débat. Je rappelle, Lucille Schmitt, le titre de votre livre, Emmanuel Macron à contretemps, livre qui est publié aux éditions Bayard.